s'appelle Terrena, qui a développé la nouvelle agriculture. Donc déjà, ça porte, et c'est évocateur de promesses. Ce n'est pas que des promesses, c'est aussi un développement de nouveaux modes de production. On a mis des associations et aussi des agriculteurs, vraiment des agriculteurs qu'on est allé voir et qui, eux, ont envie de faire avancer l'agriculture et l'élevage français. Et en mettant tous ces gens autour de la table, c'est forcément un travail de long terme. Quand on parle d'écosystème, c'est aussi du moyen terme et du long terme sur un temps d'entreprise. On a décidé de mettre en place des produits dans nos restaurants qui ont une valeur ajoutée, qui sont par exemple avec un label bleu blanc cœur, qui est naturellement riche en oméga 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des produits qui ont plus de bénéfices pour le consommateur, plus de bénéfices pour des sociétés comme les nôtres qui les achetons. Et c'est un moyen de sortir par le haut pour les producteurs et d'avoir une rémunération qui est bien meilleure aujourd'hui parce qu'on travaille sur la qualité intrinsèque du produit. On reviendra sur ce débat de partage de valeur. En tous les cas, vous faites de l'actualité. Parce que le président Macron, hier, était fan d'agriculture. Mais en effet, il faut la réinventer. C'est un exemple d'écosystème et de supply chain. Peut-être Thierry, le monde de l'aéronautique est un monde facile, comme tout le monde le sait. C'est facile de faire du business et d'être extrêmement profitable quand on est une compagnie aérienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? Alors absolument, ça, je souscris pleinement à cette affirmation. Effectivement, c'est un domaine dans lequel on sait qu'il n'y a pas de concurrence et dans les chaînes amont, il n'y a pas non plus d'oligopole ou de monopole. Donc voilà. Donc moi, la perception de l'écosystème, quand je me pose la question, que je regarde un peu ce qu'il en est, on achète en fait, nous, à peu près 50% de nos dépenses se font auprès de monopoles. Et là, évidemment, on a quand même un peu l'impression que de prime abord, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure, quoi. Donc nous qui sommes acteurs dans un contexte qui est très concurrentiel, quand on achète nos moteurs ou nos pièces avions auprès de monopoleurs, on a en face de nous des gens qui disent bah, écoutez, moi, j'ai un système qui est parfaitement bien organisé, j'ai la recherche effectivement que je fais à long terme et mes programmes de recherche, bah, évidemment, je me paye sur vous à partir du moment où vous avez acheté les moteurs. Et effectivement, vous avez acheté les moteurs, vous achetez les pièces. Hein, vous ne les trouvez pas chez Castorama ou Leroy Merlin. Donc on est dans la première perception qu'on peut avoir, c'est de se dire on est finalement dans un écosystème où on est complètement bloqué. Alors avec un loup qui est quand même intelligent, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le mouton, l'agneau puisse quand même un tout petit peu résister, engraisser, hein, parce que sinon c'est un peu dommage. On le tond fréquemment, mais pas trop. Hein. On le tond très régulièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on arrive quand même, le mouton arrive à dire bah, écoutez, si vous me tondez trop, je vais attraper froid et je risque de ne pas résister, et ce serait dommage. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on est, nous, confrontés à cela. Alors je pense que pour nous, c'est pas inintéressant. D'abord parce que ça nous pousse à trouver, avec ces acteurs particuliers de l'écosystème, ça pousse effectivement à trouver des arguments, ou en tout cas une logique, qui amène le monopoleur sur un autre terrain. On ne peut pas se battre sur le rapport de force, on est de toute façon, on ne peut pas le faire comme ça. Et ça nous a amené très certainement à développer de vraies logiques de partenariat, à se dire finalement, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monopoleur? Et c'est la raison pour laquelle on s'est très fortement développé dans le domaine de la maintenance aéronautique, hein, où on essaye, notamment sur certains gros moteurs, les moteurs des Boeing 777, on est le premier opérateur en dehors de General Electric à offrir des prestations d'entretien. Ce qui fait que, en définitive, on sait faire apparaître chez les personnes qu'on a en face de nous, ces monopoleurs, l'idée qu'il faut penser peut-être les choses en termes d'écosystème et qu'il y a quand même un vrai besoin de partenariat dans ce domaine. Le deuxième enseignement que je tirerais, c'est quand vous avez l'habitude d'être régulièrement tondu, en tout cas d'être candidat à la tonte, vous vous dites, mais dans le fond, ma relation à moi avec d'autres entreprises, est-ce que je ne suis pas comme ça? Et je pense que cette pratique nous a fait évoluer, en tout cas peut-être descendre un peu de notre piédestal et en se disant, il faut qu'on ait vraiment une logique qui soit celle de nous dire, on s'inscrit dans une relation qui est quand même une relation
que l'on souhaite durable avec un fournisseur et essayons de voir comment nos différentes actions vont permettre aux fournisseurs de se développer, de nous aider aussi à améliorer de façon, je dirais, permanente notre compétitivité. Donc vous dites, c'est intéressant parce que tous les deux vous êtes sur des filières verticales. On a l'impression que dans ton cas, c'est l'amont qui a le pouvoir, en tous les cas la captation de valeur, ou une bonne partie. On peut Et dire, le chauffeur oui. de taxi qui nous amène, parce que c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire on peut faire, je sais pas quoi, Rome-Paris pour 40 € quelquefois, et Roissy-Paris pour 40 € aussi, quoi. Donc c'est assez exceptionnel. Et dans votre cas, c'est celui qui est en amont, le producteur qui n'a pas la valeur. Donc on voit que la logique verticale, c'est pas forcément celui qui est en haut qui s'en tire bien, mais dans les deux cas, vous dites attention, responsabilité. Responsabilité parce que si je les ai pas, je suis mort. Et responsabilité en disant je dois faire avec eux, je dois composer et je me soucie de ne pas faire aux autres ce qu'ils me font. Absolument. Mais alors, on n'a pas le risque de passer pour un gentil et de ne pas tirer parti. C'est souvent ce que les DG reprochent. C'est quelquefois à ces directeurs achats qui sont écosystème, innovation. Oui, mais les économies. Alors, moi là-dessus, et puis ça va faire plaisir à tout le monde, j'ai toujours tendance à dire que les directeurs achats ont 10 ans d'avance. A priori, vous dites oui à ce moment-là. Je partage. Je pense qu'on a quand même, nous, une position qui est particulière, hein, parce qu'on observe, on a beaucoup plus effectivement l'occasion d'observer le mode de fonctionnement de l'ensemble, et je pense qu'on réalise en tout cas, parce qu'on fait des deals, parce qu'on crée des relations avec les fournisseurs, et on s'aperçoit que quand même du manque de durabilité et du manque finalement d'intérêt d'une relation qui va être extrêmement tendue auprès de nos fournisseurs. Je pense que l'histoire des achats, c'était de dire, on démarrait avant par des négociations brutales, le choc des façades, et puis à un moment on s'est dit, c'est peut-être quand même important de regarder ce qu'il y a derrière les façades, et essayer de se comprendre. Et à partir de là, naît une logique qui est différente, qui est de se dire, oui, on met en place deux organisations qui doivent finalement se mettre en résonance pour aller trouver de la valeur et surtout aller trouver d'autres opportunités d'amélioration de compétitivité. Parce que de toute façon, on aura une direction générale qui sera là pour nous dire attendez, créez-moi de la valeur, et d'ailleurs souvent prioritairement dans la baisse des coûts. Donc je pense qu'on a été, nous, très conscients de cela, et aujourd'hui, je dois avouer que c'est, en tout cas moi, dans mon organisation, c'est un constat, ou en tout cas une prise de conscience que je ne sens pas forcément totale à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre à la place, je pense, de nos dirigeants qui se battent pour développer leur chiffre d'affaires. Nous, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel, et quelque part, ils se disent, attendez, c'est un business qui est dur. J'attends en tout cas de ceux qui traitent des ressources externes et qui managent les ressources externes dans mon organisation de contribuer, qu'ils imposent d'une certaine manière un peu cette règle. Et je pense que c'est à nous effectivement en montrant un certain nombre d'exemples, et d'exemples réussis, parce qu'on en a, de montrer qu'il y a une logique qui peut être tout autre et qui est une vraie logique de développement. Dans vos deux cas, on ne cède pas à la facilité du prix, on écrase et ainsi de suite, on essaie de sortir par le haut. Vous parliez de création, meilleurs produits. Moi, je pense qu'on a une part de responsabilité très forte en tant que directeur des achats de convaincre et d'alerter la direction générale sur l'intérêt de l'écosystème et de développer l'écosystème avec les fournisseurs. Alors, de façon réelle, on ne peut pas le faire sur tout et partout. On a des demandes qui sont des demandes budgétaires à réaliser dans l'année, et en même temps, on nous demande de venir avec de la différenciation, on nous demande de venir avec de l'innovation. Et je crois que c'est à nous d'arriver à gérer cet agenda qui parfois se heurte aussi. On nous demande de la globalisation. C'était facile, et du local. On n'aurait pas besoin de vous, hein, franchement. Karine, vous dirigez le grand des opérations partout dans le monde. La direction des achats du groupe Legrand. Pas encore. Vous dirigez la direction des achats. Vous faites partie de Legrand, pardon. Et Legrand a des opérations partout. La notion d'écosystème, ça veut dire quoi? C'est un écosystème global mondial? C'est plusieurs écosystèmes? Comment est-ce que vous déclinez cette notion d'écosystème chez vous?
Alors, je crois que oui, on a un écosystème à la fois global et local. Et en fait, nous sommes un groupe qui, d'un point de vue global, donc, nous travaillons beaucoup sur la notion de partie prenante et de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les clients, les fournisseurs, les ONG, on en a parlé, l'actionnaire, qui est une partie prenante, les employés en interne. Donc, nous travaillons sur tous ces leviers. Et je dirais aussi localement, bon, nous sommes une entreprise qui est à la fois en France et très marquée sur les territoires, mais aussi à l'international. Pour donner un exemple sur l'international, par exemple en Inde, nous avons un programme de développement fournisseur que nous menons auprès de nos fournisseurs, que nous rassemblons avec le ministère de l'Industrie pour leur parler des bienfaits du lean manufacturing, de travailler ensemble pour créer de la valeur, mais aussi la RSE, pour entrer dans les programmes de RSE, leur expliquer que c'est bien pour des groupes internationaux, c'est important pour nous. Donc tout ça, on le fait aussi avec des parties prenantes locales sur tous les territoires. Et en France, je donnerai peut-être un exemple, mais c'est aussi le cas en Italie. On travaille aussi avec les universités, les pôles de compétitivité, mais aussi les différents niveaux de nos fournisseurs. Par exemple, nous travaillons sur la réduction des gaz à effet de serre et donc l'utilisation des matières recyclées. Et ça, on le fait à la fois avec nos fournisseurs de matières plastiques, avec des gens comme Paprec, avec des gens comme les plasturgistes qui nous fournissent les presses à injecter, mais aussi des universités pour tester de nouveaux concepts et autres. Et là, l'acheteur a un rôle clé, c'est-à-dire qu'il devient animateur pour créer de la valeur et c'est lui qui finalement a ce rôle au sein de l'équipe, parce que c'est lui qui a l'habitude d'être ouvert sur l'externe, d'écouter et de valoriser toutes ces parties prenantes. Donc vous dites, on va au-delà du développement fournisseur, mais c'est gérer, faire interagir des parties prenantes assez variées, parce que Oui. entre une ONG, un labo de recherche, une université et des fournisseurs, c'est un monde un peu varié. Et l'acheteur est au centre, et l'acheteur est un animateur. Oui, tout à fait. Vous osez ça. On ose. Et votre patron, il est content, il vous laisse Oui, faire. oui, la preuve, cette année, le Grand a été primé pour son assemblée générale dont le fil pilote était la création de valeur avec les parties prenantes. Donc oui, notre patron, Gilles Schnepp, est très moteur dessus. Et je crois que ça fait partie de la culture de l'entreprise d'être très impliqué avec les parties prenantes. Et bien sûr, l'exemple clé, ce sont nos gammes de produits, avec des produits autour de l'Internet des objets, qui de toute façon sont dans un écosystème. Vous parliez des applications, des plateformes. Nous avons un produit qui a été primé à Las Vegas cette année, qui est Celian with Netatmo, qui va être lancé en France début d'année prochaine. Donc c'est le contrôle de l'appareillage chez vous par la voix. Si vous portez vos courses, vous n'aurez plus à appuyer sur l'interrupteur. Et donc ça a été fait avec Netatmo, qui est une entreprise française brillante. On peut l'appeler start-up, mais je pense qu'elle a bien démarré. Et d'autre part, nous travaillons aussi avec toutes les personnes, comme vous le disiez pour Nokia et Apple, qui travaillent sur nos apps. Donc nous avons ouvert notre écosystème. Et en janvier, à Las Vegas, et ce sont les équipes achats qui travaillent avec les cellules innovation et le programme Elliott des objets connectés, nous allons présenter la plateforme Work with Legrand pour amener toutes ces startups à développer des API pour les produits, les portiers connectés, les appareillages connectés et autres. On adore, on est convaincu, on mettrait même du Legrand chez soi. C'est ce que je viens de faire, hein, c'est pour ça. Je l'espère. On va revenir sur cette expérience, c'est quand même intéressant. Pascal Zerates. Excusez-moi. Ça, c'est le drame de ma vie. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est le seul? Ça va, vous êtes un homme heureux alors. Ouais, ça va. Quand vous entendez ça, vous votre entreprise, vous avez plein de métiers, d'ailleurs il y en a tellement, on pense qu'on va en découvrir toute la soirée. En fait, nous n'avons qu'un seul métier, c'est l'intégration de systèmes. On est une entreprise de services numériques. Mais tout à l'heure, Martin a fait une présentation très académique de Videlio. Mais
pour ceux qui ont suivi un peu la campagne présidentielle, l'hologramme de Mélenchon, c'est Videlio. Voilà. Ah, il est heureux d'avoir des supporters à la bourse de Paris. On ne recommencera peut-être plus sur... Voilà. Pour ceux qui ont pris des navires de croisière des navires de croisière qui ont été construits à Saint-Nazaire, tout l'audiovisuel de ces navires de croisière, l'IPTV jusqu'à la partie scénique, tous les auditoriums de ces navires de croisière ont été, on va dire, construits par Videlio. Et si vous regardez régulièrement la télévision, j'imagine que vous suivez de temps en temps Canal+, TF1, voilà, tous les studios TV, en tout cas le dernier studio de production de Canal+, a été construit par Videlio. Voilà, c'est très bien. Bravo, c'est une boîte d'ingénieurs. Et du coup, ce que vous entendez sur les écosystèmes, sur cette réflexion, en quoi ça vous fait changer, peut-être évoluer dans votre stratégie, dans votre mindset, quand vous concevez votre avenir? Est-ce que vous intégrez la notion d'écosystème aujourd'hui? Alors, d'abord, le premier acteur de chaque écosystème que nous poursuivons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes principalement sur 3 grands écosystèmes. Le premier, c'est le média, enfin le secteur des médias. Donc on part de nos clients médias. Le second, c'est les clients entreprises, qu'on appelle chez nous le corporate, donc le B2B d'une manière générale. Et le troisième, l'activité croisière. Nous avons 3 écosystèmes à gérer au quotidien, avec des équipes dédiées sur ces écosystèmes, des équipes d'ingénieurs dédiées sur ces écosystèmes. Et cette approche holistique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est justement nos équipes de vente qui doivent proposer l'ensemble de nos gammes de solutions, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, on construit des chaînes de télé. Dans les chaînes de télé, eh bien, on a besoin de faire de l'audiovisuel dans les salles de réunion, enfin, et de faire du smart building. Et on parle de smart building, je vois le grand derrière. Eh bien, un navire de croisière, c'est un smart building. La seule différence, c'est qu'un navire de croisière, quand on a fini de le construire, par la porte ou par la fenêtre, il part à la mer. Et au niveau contrainte d'engineering et de delivery de la solution, il n'y a pas de plan B. Ou alors, vous voyez partir vos équipes techniques avec le navire de croisière. Ça nous est arrivé en plein hiver pour une transatlantique. Je peux vous dire que ça n'a pas été très marrant. Juste un point. Voilà. Parce qu'on a Natacha Tréant, vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un d'extrêmement droit. Donc vous dites, j'ai 3 écosystèmes. Moi, j'appelle ça 3 marchés, ce que vous nous avez expliqué. 3 marchés, mais à chaque marché, sa technologie. La difficulté de chaque marché, mais c'est vrai sur chaque marché, mais avec des acteurs différents. Ce que fait Videlio, donc en tant que SN, c'est que l'on construit la solution avec nos clients. On fabrique la solution avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ménage à 3. Il y a notre client avec qui on qualifie une solution. Et quelquefois, on va bien au-delà de ses besoins. On a nos partenaires industriels. Et quand je dis c'est nos partenaires industriels, parce que il faut que, comme on fait de l'agencement de solutions, je prends l'exemple d'un studio télé. Un studio télé, quand vous construisez un studio télé, vous avez en moyenne, même si vous avez de l'IP, de la 4K et toutes les dernières technologies, vous avez en moyenne une 20aine d'acteurs. Donc la difficulté pour nous, c'est de travailler avec ces acteurs sur ces approches de construction d'offres. Et ces acteurs, vous en avez des très très gros. Vous pouvez avoir Microsoft, vous avez des Cisco, et puis vous en avez des très très petits. Vous parliez tout à l'heure de capteurs, d'acteurs, enfin de petites startups. Eh bien, vous devez faire de l'agencement de ces grosses solutions avec des gros et des très petits. C'est en cela que chez nous, la logique d'achat est très complexe, parce que l'outil de production chez nous, avec plus de 5000 lignes de produits à manager, c'est vraiment quelque chose à tuner au cordeau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur chaque écosystème, la complexité fait qu'on a un spectre extrêmement large de partenaires à gérer. D'accord. Donc c'est compliqué, beaucoup d'acteurs différents. Je voudrais qu'on chemine dans la réflexion, parce qu'il y a quand même une notion dans l'écosystème qui est accepter l'interdépendance. C'est-à-dire on fait partie d'un écosystème et s'il ne se développe pas, on meurt.
J'avais eu la chance de rencontrer, de voir, pas personnellement, mais Bill Gates, il disait, tout Microsoft que nous sommes, c'est pas une PME, Microsoft seul, Microsoft n'est rien. Et ça, c'était intéressant. Et du coup, comment, dans vos différentes entreprises, qui sont des grandes entreprises pour certaines, y compris votre patron, vos patrons, est-ce qu'ils acceptent cette notion d'interdépendance? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils l'intègrent dans leur raisonnement, ou est-ce que ça reste quelque chose pour les autres, mais eux, ils sont au-dessus de tout ça? Je pense que oui, bien sûr, ils l'acceptent parce que ça fait partie, comme je disais, de la création de la valeur commune. Donc, Microsoft, par exemple, notre cloud est avec Microsoft Azure et ensemble, on crée de la valeur. Maintenant, voilà, les monopoles, c'est jamais facile pour des acheteurs aussi. Donc, c'est ensemble, mais parfois, voilà, on essaie de faire respecter l'équilibre au sein de l'écosystème. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, de toute façon, à un moment donné, l'écosystème ne tient pas. Chacun doit y trouver sa place, sinon le projet ne sort pas ou la qualité n'est pas là. Voilà. Donc c'est une somme de relations équilibrées? Oui, c'est ce que l'on cherche à faire en tout cas. Très bien. D'autres témoignages sur l'acceptation de la logique de dépendance. Mon avenir dépend des autres. Et ces autres, ce sont des fournisseurs, des parties prenantes, des ONG. C'est pas facile à accepter, ça, quand même. Quand on va raconter, on va vendre sa boîte à des investisseurs, on va pas commencer à leur dire, vous savez, moi je vous vends un business plan, mais ils dépendent de tellement de parties prenantes que je suis pas sûr que ça va se faire. Je pense qu'il y a, face à des risques, il y a toujours des opportunités. C'est un risque, une dépendance. Hein. Enfin, je veux dire, on sait, d'ailleurs, on essaye d'avoir des matrices pour dire, bon, ok, on a à peu près les choses. Je pense que l'analyse du risque nous conduit toujours à regarder derrière ça ce qu'on arrive à trouver comme opportunité. Et ce qui a vraiment changé, me semble-t-il, enfin moi ça fait quelques années que je suis aux achats et j'ai vu un peu les choses se transformer, c'est qu'on s'est aperçu, en tout cas nous, je pense que ce qui a été très, très moteur dans cette capacité à se dire on a des interdépendances riches, parce qu'une interdépendance c'est quelque chose d'assez riche parce que ça pousse à bouger en permanence, en particulier dans les relations qu'on a avec nos PME et les PME innovantes. Moi je m'aperçois, on est un groupe d'une certaine taille, faire innover deux grands groupes ensemble, il faut oublier, quoi. Enfin, c'est les complexités au carré, on s'en sort pas. Donc il faut retrouver cette différence de polarité, hein, un petit